Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et cette semaine, troisième et dernière partie de l'interview de l'océanographe, membre du GIEC, Diana Ruiz-Pinot. Pour rappel, Diana Ruiz-Pinot étudie notamment l'impact de l'augmentation du CO2 sur l'océan. Cet enseignant-chercheur a consacré du temps à la chaîne L'Effet Domino pour nous parler des océans et nous faire partager sa passion et ses connaissances. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. On se retrouve tout de suite après le générique. Dans cette troisième vidéo d'une série de 3 consacrée aux océans, Diana Ruiz-Pinot va nous parler d'un élément majeur pour comprendre la richesse des profondeurs océaniques. C'est l'hydrothermalisme. Ainsi, dans cette dernière vidéo, Diana Ruiz-Pinot nous expliquera ce qu'est l'hydrothermalisme. Et oui, il existe de la vie dans les profondeurs marines, même si la lumière y est absente. Vous allez voir, ce qu'elle nous apprend est incroyable. On retrouve tout de suite l'océanographe Diana Ruiz-Pinot pour nous en parler. L'hydrothermalisme, c'est des sources d'eau chaude qu'il y a au fond de l'océan. Et dans le passé, il y a eu des volcans aussi à l'intérieur de l'océan, des méga-éruptions internes à l'océan. L'hydrothermalisme, c'est là où la chaleur interne de la Terre sort dans l'océan. Donc c'est de l'eau à des températures qui n'existent pas sur Terre. Et c'est toute une faune, des organismes incroyables. La découverte de l'hydrothermalisme dans les océans a remis en question l'idée qu'on s'est fait qu'il y avait de la vie uniquement s'il y avait de la lumière. C'est des organismes chémiliotrophes, c'est-à-dire qui prennent l'énergie, non pas du soleil, mais qui prennent l'énergie de la chimie. Donc c'est une chimie extrêmement compliquée. Donc par là, évidemment, il y a tous les éléments internes au noyau de la Terre qui sortent. Et ça fait des organismes, par exemple, c'est des espèces de vers qui sont capables de s'alimenter par osmose. Donc ils n'ont pas de tube digestif, ils n'ont pas un tube par lequel ils mangent et l'autre par lequel on perd ce qu'on n'utilise pas. Ouais. Ils s'alimentent par osmose, par le contact. Donc c'est une vie, ça remet en question l'idée qu'on avait qu'il ne pouvait exister de la vie que là où il y a de la lumière, c'est faux, nous le savons maintenant, que dans ces sources hydrothermales à 2000-2300 mètres de fond, il y a de la vie, mais qui est une vie très différente à la vie que nous connaissons, la vie avec beaucoup d'oxygène, avec de la lumière, etc. Si aujourd'hui, comme ils sont en train de faire, ils sont en train d'explorer le long de la Jamaïque pour exploiter les nodules de manganèse, donc ce sont des nodules métalliques qui se forment de part et d'autre de ces sources hydrothermales, puisqu'il y a plein de métaux qui sortent dans cette eau chaude et il y a plein de composés chimiques. Donc à côté de ces sources hydrothermales, il y a des nodules métalliques qui contiennent de l'or, qui contiennent de tout. Et là, par exemple, vous pouvez taper dans YouTube l'exploration du fond marin pour extraire non seulement le pétrole, mais extraire tout ça, c'est terrifiant. Il y a toute une faune benthique, c'est-à-dire dans les sédiments, qui est extrêmement riche, extrêmement biodiverse aussi, extrêmement important. Il faut savoir, puisque on est dans l'époque du virus, que dans l'océan, il y a probablement beaucoup plus de virus qu'il y a sur tout le continent. Donc, les virus ont aussi un rôle important. Il ne faut pas commencer à dire les bactéries, alors on se lave les mains, on fait une culture aseptisée comme celle qu'on a fait des supermarchés et on a tué toutes les bactéries. Conclusion, on n'a pas de système immunitaire puisque le système immunitaire est fait avec des bactéries. Donc nous sommes des milliards de bactéries à l'intérieur de notre organisme et tous les organismes marins, beaucoup sont en symbiose avec des bactéries, c'est-à-dire que le métabolisme, la digestion et tout ça a besoin des bactéries. Donc les bactéries, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'utile. Les algues aussi. Mais l'homme, il transforme l'environnement, il va faire proliférer des algues toxiques. Les virus sont associés à des bactéries. Et les virus ont des rôles qu'on connaît très peu, parce qu'on les a découverts il y a peu. Mais lorsqu'on explore le fond des océans, on sait, nous, que tout le fond des océans est rempli de bactéries. Quand il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup de virus, parce qu'une bactérie contient des millions de virus. Donc, virus qui sont nécessaires par les activités qu'elles mènent. Nous aussi, on contient des bactéries, on contient des virus. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va faire sortir toutes ces bactéries
tous ces virus qui sont au fond de l'océan et les conséquences, mais on ne peut pas les prévoir si on ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc effectivement, qu'explorer le fond des océans, c'est quelque chose qu'il faudrait faire des dizaines et des dizaines d'années d'études avant qu'on donne des autorisations comme celles qui sont données et partout en train de faire des explorations pour voir comment, à long terme, arriver à explorer ce pétrole au fond de l'océan. De toute façon, le changement climatique, c'est réduire l'exploitation de pétrole, moins utiliser du pétrole, moins utiliser du charbon. Donc, exploiter le pétrole sur Terre et encore moins dans l'océan. La Norvège vient de signer un accord et l'a proposé elle-même de laisser sous terre la majorité du pétrole qu'ils en ont pour réduire le changement. Donc, le plus grave d'exploiter le pétrole, c'est quand même aussi qu'on va continuer à réchauffer la planète. Puisqu'on utilise le pétrole, la consommation du pétrole, c'est lui qui injecte le CO2 dans l'atmosphère. C'est grâce à l'activité aussi du GIEC qu'aujourd'hui, le changement climatique est dans la bouche des journalistes, de la télévision, des hommes politiques, etc. Donc on a fait énormément de travail là-dessus. Nous avons qu'à regarder les migrants. Les migrants d'aujourd'hui du monde entier viennent des régions dans lesquelles on est en train de subir les conséquences du changement climatique qui est la désertification. Comment pouvez-vous dire à des êtres humains de ne pas quitter un endroit dans lequel ils ne peuvent pas avoir ni de l'eau ni manger? La migration est une condition naturelle de tous les animaux. Tous les animaux migrent. Et l'océan, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Donc on doit s'inspirer de l'océan pour trouver des solutions. Donc les migrants, ce sont des gens, le GIEC l'a quantifié, 35 millions, 70 millions dans les 20-30 prochaines années à cause des conséquences du changement climatique. Et ces migrants, c'est qui les a fabriqués? C'est les responsables du changement climatique. On ne peut pas devenir écologiste si tout ce qui est naturel n'a pas de valeur. C'est ça mon message. La transition écologique, je pense que dans les pays du Sud, on vit déjà en transition écologique. Ouais. La transition écologique, c'est un problème des pays riches. Parce que quand on dit ici, je vais voyager moins, les gens du Sud ne voyagent que très peu. Ils font un voyage de leur vie et c'est leur voyage. Et encore, très peu de gens voyagent. La transition écologique est indispensable, mais ce que je me méfie, c'est comment on va la faire. Parce que si la transition écologique détruit tous les écosystèmes des pays du Sud, comme on est en train de le faire, si on installe des dictatures en Bolivie pour exploiter les lithium pour faire des batteries, c'est un problème pour faire des batteries pour des voitures qui polluent moins. Donc on a plein de moyens de faire une bonne transition écologique. Je pense que vivre comme on vit sur l'océan, ça serait pas mal. Moi, quand je pars en mer, je dis toujours, sur le bateau, s'il y en a un qui fume et qui jette sa cigarette par terre, tout le bateau brûle. Il meurt et tous les autres meurent. Parce qu'en mer, on peut n'être que solidaire. Chacun de nous doit être responsable de tout le reste de la planète. C'est comme ça qu'on est en mer. Vivre comme sur un bateau. C'est-à-dire, nous sommes tous sur le même bateau. Et si le bateau chavire, c'est nous tous qui allons mourir. Merci beaucoup. Waouh! Merci pour cette conclusion qui pousse réellement à réagir. L'océan est la plus grande réserve d'eau sur Terre. Il a abrité les premières formes de vie et recouvre les 3/4 de notre planète Terre. Tous les océans communiquent entre eux. L'Arctique, l'Atlantique, le Pacifique, en passant par l'océan Indien jusqu'à l'Antarctique. Et comme le dit si bien l'océanographe Diana Ruiz-Pino, chacun doit être responsable de tout le reste de la planète. Nous sommes tous sur le même bateau. Prenez soin des océans, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir. Merci de votre attention.